Monsieur Nkuvondo, que tout le monde appelle désormais Yango, en réalité, c'est quelqu'un qui vraisemblablement a créé un parti politique pour faire du commerce, pour faire du business politique et peut-être aussi pour créer créer le trouble. Contrairement à ce qu'il raconte, qui est en réalité un tissu de mensonges et qui révèle en fait une personnalité passablement dérangée, à l'évidence. Nkuvondo est signataire de ce qu'on appelle le document qui est le manifeste de la transition refondatrice, qui est un document comme collectif que nous avons sorti pratiquement, je dirais, 7 à 8 mois après le démarrage de nos travaux. Parce que le professeur Nkuvondo dit clairement que vous lui avez demandé d'appeler Paul Biya, qui se joint à vous pour appeler Paul Biya pour vous sauver. Non, mais c'est un grotesque propos. C'est un grossier mensonge qui, en réalité, il n'avait jamais été question de ce qu'il dit. Personne n'avait besoin d'être sauvé ni par Paul Biya ni par qui que ce soit. Je crains fort que Yango n'ait versé là dans le mensonge et dans la calomnie. Inutile simplement pour essayer de salir quelqu'un qui a gardé ses mains propres en politique. Parce que si on parle de politique au Cameroun aujourd'hui, je peux avoir quand même la prétention de dire que je fais partie d'un des rares, je suis l'un des rares qui a pu garder les mains propres. Et donc, à partir de ce moment-là, je bats totalement en brèche tous ces propos qui ne sont qu'un tissu de mensonges. Voilà pourquoi j'ai même d'ailleurs dit qu'il est préférable qu'on l'oriente vers un asile de fous pour la suite de ces opérations de commerce politique. Prosper Nkuvondo et Olivier Bilé ne fondent pas dans la dentelle. Pas de discours larmoyants sur le sort du peuple, pas d'illusions sur une quelconque cause noble. Oubliez les idéaux, enterrer les principes ici, c'est la politique du ventre, la danse des égos sur fond de présidentiel. Et l'ATP, un corps en décomposition avancée. Son autopsie commence maintenant. Nkuvondo a signé, lui c'est extrêmement grave, c'est un professeur de droit. Et même, je crois, de droit privé, si mes souvenirs sont exacts, qui signe un manifeste collectif. Je dis signe, vers le mois de juin, là. Il signe ça. Et puis, un mois et demi après, le voilà qui court derrière en fait, il va vendre son investiture en allant se mettre avec un des acteurs qui était également membre de la plateforme, qui lui, probablement de manière plus honnête, avait bien senti que bon, il vaut mieux que je ne signe pas parce que si je signe, ça va me prendre à la gorge. Akere Mouna, qui est un juriste praticien, sait bien que s'il signe le manifeste, il pourrait être mis en difficulté parce que lui, il veut absolument être candidat et il n'est pas sûr que s'il passe par la primaire, il pourrait être celui qui va gagner. En réalité, c'est pour la plupart, si vous voulez, des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Dans la circonstance d'un débat, c'est-à-dire que s'il fallait organiser un débat public pour choisir un candidat, ils sont pour la plupart sûrs que, étant très faibles, très incompétents en matière de débat démocratique et de débat public, eh bien, ils vont être battus parce que vous savez, il y avait quand même en face des gens qui sont restés à l'ATP comme Célestin Djamène, comme Jean-Marie Florian Djana, comme Olivier Bilé, votre humble serviteur, etc., etc. Tout avait pourtant bien commencé, une grande alliance, une noble ambition, une volonté affichée de bousculer l'ordre établi. Mais très vite, les appétits ont pris le dessus, comme des charognards autour d'un cadavre encore chaud. Chacun voulait sa part du festin. On ne parle plus de vision commune, mais de positionnement stratégique. Qui sera le porte-flambeau? Qui montera sur le trône? Qui aura accès au couloir du pouvoir? Même par la petite porte. Malheureusement, sur le chemin, il a fallu faire face à ce que je peux appeler l'expérience de la scène politique camerounaise, qui est effectivement travaillée par les phénomènes à la fois du fingonisme et de l'individualisme. Le fingonisme vient d'un fingon. De fingon. Fingon qui trahison. Trahison. Ouais. Traître, voilà. Donc, le phénomène de la trahison et de la félonie politique a donc amené effectivement beaucoup de nos concitoyens. Puis vint l'implosion. Certains ont flairé l'arnaque et ont pris leurs jambes à leur cou.
Exit Akeremouna, Cabral Libye et d'autres qui ont senti l'odeur du cadavre avant même qu'il ne soit officiellement déclaré mort. Restent ceux qui s'accrochent, les naufrages du radeau, ATP prêts à vendre leur âme pour une place à la table du banquet. C'est quand on dit donc que maintenant, pour choisir le candidat, il faut passer par un processus de primaire que d'abord Akeremouna prend la poudre d'escampette, parce que lui il estime qu'il a 73 ans, et que, ça c'est ce qu'il m'a dit en Afrique du Sud, lorsque nous sommes allés pour ce conclave avec les officiels sud-africains, et que lui c'est la dernière fois il pense pouvoir être candidat, donc il ne pourra pas participer, il veut absolument participer, donc il ne souhaite pas aller à notre primaire ouverte. Les autres acteurs, tous, Cabral Libye pour ne pas le nommer, Djokam Tchameni, etc., eh bien, se sont également désolidarisés de notre plateforme, précisément parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à la délibération démocratique par une primaire. Mais que s'est-il vraiment passé? Était-ce une trahison planifiée ou juste l'inévitable destin d'une opposition trop divisée? Quand Olivier Bilé veut me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne lui vole pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Beaucoup sont partis, il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Pourquoi vous désolidarisez de l'ATP alors que vous tenez pratiquement le même discours que Olivier Bilé? Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Pourtant, le discours est le même. Oui, non, oui, le discours est le même au fond. Le discours est le même. Encore, il faut que je vous le dise. Je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP. Oui. Avec des acteurs. Nous nous sommes assis et on a pensé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Bilé. Oui. Quand Olivier Bilé veut me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition là ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne lui vole pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une trahison, allons lui proposer le projet, et nous allons nous battre pour qu'il soit élu, en nous intégrant. Je lui dis, mais mon Dieu. Premier poison, la trahison, un mot qui résonne encore comme un refrain dans la bouche de Prosper Nkumvondo. Selon lui, on l'a pris pour un pigeon, un simple figurant dans une mise en scène bien orchestrée. À l'entendre, tout était cousu de fil blanc. Un stratagème savamment élaboré pour infiltrer l'opposition. Le désarticuler de l'intérieur et au passage négocier quelques strapontins auprès du pouvoir en place. Olivier Bilé est conduit. Il rencontre deux acteurs avec le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous apprends, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que, je découvre que, Olivier Bilé, Célestin Djamène, ils ont des accords avec le ministre Momo, qui les attire en leur disant, vous savez bien l'histoire du ministre Momo, l'opposition ne paye pas, il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça, d'où la rupture entre Mouna et l'ATP, d'où la rupture entre le parti Univers et l'ATP. Deuxième poison, l'arrivisme. L'accusation est lourde. Certains, dit-il, n'ont jamais cru à cette histoire de transition politique. Et leur seul objectif, taper aux portes de l'exécutif avec un sourire bien accroché à un CV prêt à être déposé. Vous savez, lorsque j'ai senti que j'allais piéger dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna. Je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Par son expérience, Mouna c'est quelqu'un de très mieux. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. On a dit que ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu et ils disent que vous avez... Non, Djokam Tchameni est parti. L'un des penseurs du projet de transition. Djokam Tchameni est parti. Akeremouna est parti. Nkumvondo avec le parti Univers, nous sommes partis. Beaucoup sont partis.
il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Troisième poison, la naïveté, car soyons honnêtes, croire que des politiciens aux ambitions divergentes allaient faire front commun relevait tout simplement de l'utopie. On ne mélange pas l'huile et l'eau en commun dans une marmite où mijotent les frustrations et les ambitions déçues. J'ai entendu parler à Jean, j'ai entendu mes contempleurs, oui, notamment les deux que j'ai cités tout à l'heure, exception le ministre Momo, raconter partout que Mouna m'a donné de l'argent et on a renchéri en disant que mon parti Univers était un parti Nyango. Mais je vous prends un témoin. Lorsque le parti Univers endorse la candidature de Kaba Libi en 2018. Kaba Libi a l'argent. Je vais chez quelqu'un qui n'a rien. Je vais vous dire à cette époque-là, Kaba Libi est mon étudiant. Parfois, c'est moi qui prends l'argent dans ma poche pour lui dire, va nous acheter les sons et à côté là, c'est moi qui lui paie le taxi. Si je dois chercher l'argent dans ce pays, je vais chez qui? Chez Akere Mouna. Akere Mouna l'argent? Je ne sais pas. Je vous dis, si je veux l'argent, je mets mon nom dans l'appel à candidature, je prends mon téléphone et j'appelle les collaborateurs de Paul Biya, je lui dis j'ai changé de veste. Le lendemain, j'aurai un bon poste qui me permettra d'avoir de l'argent. C'est pour dire que Biya peut changer ma vie le temps d'un stylo. Mais je n'en veux pas. La preuve, il m'a nommé à l'université et j'ai démissionné depuis bientôt 10 ans. Olivier Billet ne pouvait pas rester sans réagir. Non, l'homme retrousse les manches, prêt pour la riposte. Pour lui, Koumvondo est un pyromane qui crie au feu, un menteur professionnel, un démagogue au talent certain, pire encore, un homme aux mains sales qui ose jouer les victimes. Il y a une célèbre pensée africaine qui dit que lorsque vous vous mettez à poursuivre un fou dans la rue, pour le regard des passants, vous apparaissez vous-même pour fou. Voilà, donc je vais vous dire que mon intention n'est pas de poursuivre le fou qui est dans le mensonge et dans la calomnie, qui s'appelle Yango. Nous sommes là en présence de vraiment d'un niveau de calomnie et de diffamation qui mériterait sans doute que l'individu en question soit simplement enfermé dans un asile de fous, comme je l'ai dit. Koumvondo Prosper est un apprenti sorcier dans le registre du mensonge. Le duel devient un règlement de compte à ciel ouvert. On sort les casseroles, on remue la boue, on déterre les cadavres, tout y passe. Qui a vendu qui a magouillé avec qui a trempé dans quoi? Ce qu'il affirme à travers la vidéo que vous m'avez envoyée n'est en réalité qu'un conglomérat de mensonges et d'inepties. Je crois que l'opinion publique camerounaise, médias et citoyens ordinaires confondus, me connaissent suffisamment pour savoir à quel point est-ce que j'érige l'intégrité et la probité dans l'action politique et que dans le fond Yango Koumvondo, lui, que ce soit au sein de la FECAFOOT ou bien dans le domaine de la politique, à quel point il n'est motivé que par ce que Jean-François Bayer appelle la politique du ventre. Les logiques du ventre, les logiques de l'argent, les logiques de la quête du petit argent pour faire je ne sais trop quoi, puisque en même temps quand vous voyez l'individu, bon, je veux dire, vous demandez où va l'argent, quoi, tout simplement. En politique, parce que évidemment, il n'est pas dans son premier fait d'armes. Il est coutumier de la logique qui consiste à vendre la formation politique. Il n'a même pas créé, parce que pour ceux qui enquêteront, ils réaliseront que Univers, aux origines, n'avait pas pour patron, pour président ce monsieur, mais qu'il a simplement arraché aux mains d'un certain Atangana Ngaoundéré. Bon, mais ça, ce sont des histoires qui le concernent. Et le public, ceux-là qui iront au vote dans tout ça, ils regardent, amusés ou indifférents, parce qu'au fond, le peuple sait, il sait que ce n'est qu'un théâtre absurde où les acteurs changent, mais le scénario reste le même. C'est un enseignement qui doit être pris par le peuple du Cameroun relativement à cette affaire. C'est un enseignement qui doit amener le peuple du Cameroun à bien comprendre que dans sa classe politique là, il y a extrêmement peu de gens qui sont préoccupés par ce que lui, le peuple, veut.
À ce stade, il n'y a plus rien à sauver. L'ATP n'est plus une alliance, mais un champ de bataille. Plus personne ne parle de l'élection présidentielle. Tout le monde est trop occupé à s'écharper sur la place publique. On assiste à un combat de coq sans arbitre, sans règles, où l'ego est roi et la stratégie une simple formalité. La plupart de ces acteurs qui prétendent être pour le peuple ne sont pas en faveur du peuple. En fait, ils font la politique comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire que pour des objectifs personnels, ils sont dans ce que Monon Diana appelait à l'époque, quand il était encore en vie, le mapartisme. Donc, ils sont dans des logiques purement individualistes et des logiques de calcul personnel, des gens qui veulent pousser Paul pour prendre sa place. Et puis, soyons quand même sérieux. Depuis quand les alliances d'opposition ont-elles fonctionné au Cameroun? Depuis quand ces messieurs mettent-ils leurs intérêts de côté pour un projet commun? La dernière fois que cela a failli arriver, c'était... Ah non, en fait, ça n'est jamais arrivé. Pendant que l'opposition se dévore de l'intérieur, le pouvoir en place n'a même plus besoin de bouger le petit doigt. Le spectacle est trop beau, le chaos trop parfait. Pourquoi intervenir quand les ennemis se neutralisent eux-mêmes? Dans les coulisses, les petits arrangements continuent. Certains font mine de claquer la porte, mais laissent un pied dedans, au cas où. D'autres négocient en sous-main des places de conseillers, d'ambassadeurs ou pourquoi pas de ministres. La politique du ventre ne meurt jamais, elle change juste de visage. Et pendant ce temps, la présidentielle approche. Qui portera l'étendard de cette opposition démembrée? Qui aura le courage ou l'inconscience de prétendre qu'il peut battre le système en l'état actuel des choses? L'ATP est mort, paix à son âme. Enterrons-le dignement, sans larmes, sans regret. Après tout, il n'a jamais été question d'un projet sérieux, juste une illusion, une chimère, un ballon de baudruche qui a éclaté sous la pression des ambitions personnelles. L'ATP est très loin d'être sabordée, est très loin d'être morte, puisqu'elle a continué à fonctionner avec de nouveaux acteurs qui sont arrivés, des hommes politiques plus jeunes, sans doute, peut-être pas toujours aussi connus que ceux qu'on avait précédemment. Ces acteurs-là sont en effet aujourd'hui, nous avons 8 candidats qui sont en lice pour la candidature de l'ATP. Et maintenant, chacun pour soi, Dieu pour tous. Certains iront frapper aux portes du pouvoir, d'autres tenteront de se recycler ailleurs. Mais au final, la morale est simple. En politique, la loyauté est une denrée périssable. Et l'unité a un compte pour enfants. Rideau, ferme le cercueil. Que la prochaine comédie commence.